Marianne Bléau, bonjour, je vais vous inviter à nous rejoindre sur scène. Alors Marianne, vous êtes directrice du pôle data et économie au CREDOC. Alors le CREDOC, pour rappel, c'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. On est en plein dedans aujourd'hui. Et vous allez nous restituer les principaux enseignements d'une enquête que vous avez menée à la demande de l'Institut Danone, une enquête menée auprès des Danoneurs. Alors sachez que les Danoneurs, ce sont donc les collaborateurs de Danone. Et vous allez donc nous partager les enseignements que vous avez tirés de cette enquête. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui et aux organisateurs pour l'initiative de partage qu'on a aujourd'hui. Donc effectivement, je vais vous restituer les résultats d'une enquête qui a été réalisée en partenariat avec l'Institut Danone, qui interroge les écarts de comportement alimentaire entre ce qui est pratiqué sur site et ce qui est pratiqué quand on est en télétravail. Donc ce qui est assez particulier dans cette enquête, c'est qu'elle a eu lieu, comme le mentionnait Ariane en introduction, auprès des salariés volontaires de Danone. Donc ça a été réalisé sur 5 sites, ce qui permet quand même d'avoir une variété de contextes de travail. Et c'est une enquête qui a été réalisée entre mars et mai 2022, donc un peu après ce qui vient de nous être présenté. Il faut savoir qu'en 2021, on était encore un peu dans cette période de confinement stop and go. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, vers le printemps, là, on avait eu à nouveau une période de confinement. Donc là, au printemps 2022, on était déjà sortis de cette phase-là, ce qui permet d'avoir finalement peut-être une vision un peu plus stabilisée de ce vers quoi on tend probablement aujourd'hui. On a posé un questionnaire sur les habitudes alimentaires, avec notamment tout ce qui concernait l'alimentation lors de la dernière journée télétravaillée et la dernière journée sur site. Ça, d'un point de vue méthodologique, c'est assez intéressant parce que ça permet de regarder les écarts pour un même individu. Ce qui permet de s'abstraire de tous les éléments un peu individuels qui pourraient faire que une personne qui télétravaille fréquemment et une personne qui ne télétravaille jamais, par exemple, peuvent avoir des comportements alimentaires différents pour plein d'autres raisons, liées à leur profession ou liées à leurs attitudes au global. En définitive, on a 621 questionnaires qui ont été entièrement complétés, dont 503 sur lesquels on est en capacité de mener justement cette comparaison intra-individuelle. On considère que cette enquête, c'est quelque part un premier pas vers la connaissance d'un phénomène nouveau. Alors pourquoi on dit que c'est un premier pas ? Parce qu'on a bien conscience qu'il y a un certain nombre de limites dans la manière dont on a procédé, notamment le fait d'interroger uniquement des salariés de Danone. Ça peut poser des questions en ce qui concerne la généralisation des résultats en population totale. On s'attend peut-être à ce que les salariés de Danone aient un regard sur l'alimentation qui soit peut-être pas celui de monsieur et madame tout le monde. Ça, c'est la première chose. Peut-être que la manière dont est organisé le télétravail chez Danone n'est pas la même qu'en population générale. Peut-être que vous avez un certain nombre de politiques internes qui font que les pratiques ne sont pas les mêmes. Donc ça peut aussi avoir une incidence. Et puis, par ailleurs, on était sur une réponse sur le principe du volontariat, sans manière de s'assurer qu'on soit bien représentatif de la population, même au sein des salariés de Danone. Et on peut aussi avoir des phénomènes de type ce sont les personnes les plus intéressées sur les questions alimentaires qui ont le plus répondu à l'enquête. Donc ça, c'est des choses malheureusement qu'on ne peut pas complètement contrôler dans le cadre de l'étude. Néanmoins, on considère que ça donne un certain nombre de premiers enseignements, de premiers points de réflexion qui permettent déjà de se poser des questions sur l'impact global du télétravail sur l'alimentation et puis peut-être en bout de course sur la santé, puisque comme ça a été rappelé en introduction, alimentation et santé restent deux éléments extrêmement codépendants dans notre quotidien. Pardon. Donc un premier résultat sur lequel il nous paraissait intéressant et important de revenir, c'est la baisse de la diversité des repas en télétravail par rapport aux repas sur site. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a regardé concrètement un score de diversité alimentaire pour le dernier repas déclaré sur site et pour le dernier repas déclaré en télétravail. Et on a pu regarder la proportion de personnes pour lesquelles on avait moins de diversité, autant de diversité ou plus de diversité. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même une petite majorité de personnes, 40%, pour lesquelles on a une détérioration de la diversité alimentaire. C'est ce qu'on voit sur la première barre du graphique ici.
On a également, à peu près dans les mêmes proportions, une baisse du nombre de composantes. Alors le nombre de composantes, c'est quoi ? C'est entrée, plat, fromage, dessert. Donc ça, sans surprise, étant donné que chez Danone, il y a des restaurants professionnels, on peut avoir un effet sur le nombre de composantes qui peut être lié à la manière dont les menus dans ces restaurants sont conçus. Et à la maison, vous le savez probablement très bien, on a tendance à moins suivre ce schéma complet et à plus se contenter de un plat et éventuellement un ou deux éléments complémentaires plutôt que vraiment de faire les 4 points du repas classique à la française. Donc en définitive, on a une légère baisse à la fois de la diversité et puis du nombre de composantes, l'un influençant évidemment l'autre, puisque si on ne prend pas d'entrée par exemple, la probabilité qu'on ait autant d'aliments différents dans son repas, elle va avoir tendance à diminuer. Deuxième point, vous verrez que on a vraiment fait des choix de focale très, très précis. Deuxième point, c'est finalement peut-être le résultat le plus important, le plus impacté, c'est vraiment un bouleversement de la sociabilité autour des repas. Donc quand on est sur site, sans surprise, dans la très vaste majorité, on va manger avec ses collègues. C'est presque 9 personnes sur 10 qui vont dire qu'elles ont mangé avec leurs collègues. Et à nouveau, sans surprise, on va être très majoritairement seul quand on est en télétravail. C'est 7 personnes sur 10 qui disent manger seul. Alors ce qui est assez intéressant ici, c'est finalement peut-être pas le résultat majoritaire, mais le résultat manger avec ses collègues ou ses amis, avec sa famille ou ses amis, pardon, qui est le petit 28% sur la barre du haut. Donc en fait, on s'aperçoit quand même que dans ce bouleversement de la sociabilité autour du repas, on a aussi des effets qui peuvent être vus comme positifs, et notamment qui peuvent être vus comme positifs par les salariés, puisque c'est l'occasion de renforcer la sociabilité avec son cercle personnel choisi, plutôt qu'avec son cercle professionnel, qui est dans une certaine mesure un peu imposé, même si on est très nombreux à bien aimer nos collègues. C'est pas autant une dynamique de choix que de manger avec sa famille ou ses amis. Donc il y a finalement ici un bouleversement dans le sens où on est plus souvent seul, ce qui peut être vu comme positif, mais ce qui peut être vu comme une détérioration de la sociabilité, mais aussi une forme d'amélioration pour une petite partie des personnes. Troisième point, globalement, l'organisation du temps de repas qui est complètement bouleversée. Donc ce graphique est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit que les temps de repas un peu médians, les repas qui vont durer entre 20 et 30 minutes, sont à peu près autant choisis quand on est en télétravail ou quand on déjeune sur site. En revanche, sur les deux extrêmes, les repas très courts et les repas plutôt longs, on va avoir vraiment une bascule qui s'opère. Quand on est en télétravail, on a plus de 30%, donc plus d'un tiers des répondants, qui disent avoir eu un temps de repas très court, inférieur à 20 minutes. C'est seulement 16% quand on est sur site. Et à l'inverse, on va avoir 42% des gens qui disent avoir eu un temps de repas long quand ils sont sur site, et seulement 21% qui ont eu un temps de repas long quand ils sont en télétravail. Donc on a vraiment quelque chose qui change fondamentalement sur la durée allouée au repas. Alors là encore, on ne peut pas se positionner sur est-ce que ça relève d'un choix ou est-ce que ça relève d'une contrainte. Néanmoins, ça interroge. Est-ce que ce temps de repas, c'est l'intégralité du temps de pause ? Est-ce qu'il y a d'autres activités qui prennent le pas quand on est en télétravail ? Auquel cas, peut-être que c'est un choix et que ça peut être vu comme positif. Ou à l'inverse, est-ce que ça relève d'une forme de contrainte parce que l'organisation du travail, finalement, incite à réduire le temps alloué au temps physiologique parce que comme on ne voit pas ses collègues, on ne peut pas forcément savoir, quand on leur propose de se parler, qu'en réalité, ils sortent d'une autre réunion et qu'ils n'ont pas eu le temps de faire une pause. Donc ça, c'est des mécanismes dans lesquels on n'a pas pu, dans le cadre de l'enquête, rentrer en détail, mais qui seraient intéressants à creuser pour vraiment aller comprendre finement par rapport au cadre de pensée qui a été présenté juste avant. Est-ce qu'on est dans quelque chose qui relève de la contrainte organisationnelle ou est-ce qu'on est dans quelque chose finalement qui va relever d'un choix plutôt lié au contextuel qui fait que quand on est dans un contexte domicile, on organise son temps différemment. Quatrième point, les prises hors repas. Donc, ce qu'on appelle les prises hors repas, c'est parfois appelé aussi le snacking, mais ça inclut ici les boissons chaudes. Donc, on a choisi ce terme prise hors repas pour être un peu plus général.
Elles ont tendance à être un petit peu plus élevées quand on est en télétravail, c'est la barre bleue foncée. On voit qu'on a 8 points d'écart entre les personnes qui disent avoir pris une prise hors repas en télétravail par rapport à sur site. Donc on a un petit écart. On a tendance à prendre peut-être un peu plus fréquemment des choses hors repas quand on est à la maison que quand on est sur site, mais ce n'est pas non plus un effet extrêmement massif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de voir s'il y avait une explication par des facteurs sociodémographiques, l'âge, l'expérience dans l'emploi, etc., et par la composition du déjeuner. Et on n'a pas trouvé d'effet particulièrement fort pour venir expliquer ces écarts de comportement. Donc finalement, l'explication, elle n'a pas l'air de se trouver vraiment massivement à cet endroit-là. En revanche, ce qui est assez j'allais dire rigolo, intéressant, c'est quand on creuse un peu parmi ces prises hors repas, qu'est-ce qui va être consommé. Alors là, j'ai appelé ça un effet Danone. Vous allez assez vite comprendre pourquoi si vous regardez le bas du graphique. Donc vous voyez que chez Danone, quand on est sur site, on a tendance à manger beaucoup plus souvent du lait ou un yaourt que quand on est à la maison. Alors, le lien avec la politique RSE de l'entreprise est assez net. J'ai pu avoir l'information depuis qu'effectivement, il y a sur site des snacks qui sont proposés sous forme de produits laitiers. Donc là, c'est finalement une manière de proposer un snack plutôt raisonnable à ses salariés. Peut-être que ce graphique vous incitera à réfléchir aussi à la présence de panières de fruits, puisque vous voyez que sur les fruits, finalement, il y a plutôt une bascule inverse qui s'opère, où on a tendance à en consommer beaucoup plus quand on est à la maison que quand on est sur site. Cette bascule, elle se voit sur d'autres éléments. Elle se voit aussi sur le chocolat, l'aliment plaisir un peu par excellence, qui peut être plus ou moins mauvais, on va dire, sur le plan nutritionnel. Ça dépend ce qu'on cache derrière le chocolat. Là encore, on n'a pas l'information. Mais également sur tout ce qui est céréales, biscuits, pain. C'est une catégorie un peu fourre-tout. Là encore, en termes de nutrition, il peut y avoir plusieurs choses et on n'a pas eu l'opportunité de creuser finalement vraiment qu'est-ce qui était pris dans ces snacks. Et également sur tout ce qu'on a regroupé sous le terme de graines, donc c'est aussi tout ce qui va être fruits à coque, etc., qui ont un certain nombre d'avantages nutritionnels. Donc on a un peu cet effet de balancier entre ce qu'on consomme plutôt à la maison et ce qu'on a l'habitude de consommer au travail. Ce qu'on n'a pas pu non plus faire, c'est regarder l'équilibre alimentaire au global sur une semaine, puisqu'on sait bien qu'un salarié va avoir tendance à être parfois sur site, parfois en télétravail. Donc peut-être qu'au global, c'est très bien d'avoir sur site des yaourts et à la maison des fruits. Néanmoins, c'est une question, là encore, qui pourrait mériter d'être creusée, et puis d'être creusée en population générale pour voir si on retrouve un peu ces éléments de balancier. Vous voyez que sur les boissons chaudes, on est globalement dans le même ordre de grandeur. Globalement, je pense que les gens qui ont l'habitude de boire du thé ou du café ont les mêmes comportements, en tout cas en termes de en prendre ou ne pas en prendre, que ce soit à la maison ou sur site. Alors, une petite tentative de mise en perspective. Là, on a beaucoup parlé télétravail, mais ça nous paraissait intéressant, avec ma collègue Mathilde, qui est dans la salle et qui a beaucoup travaillé sur cette étude également, de finalement dézoomer un peu et de s'interroger sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui le télétravail dans la société française. Donc, à travers d'autres enquêtes du CREDOC, on a pu mesurer aujourd'hui, en janvier 2022, donc à peu près au même moment que celui où l'enquête Danone a eu lieu, on avait à peu près 28% de télétravailleurs parmi les actifs. Donc c'est très élevé. Ça a l'air relativement faible, mais c'est vraiment très élevé par rapport à ce qui était avant les périodes de confinement, où la pratique du télétravail était complètement marginale. C'était vraiment un très faible pourcentage de la population. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'on a vraiment ce phénomène de stabilisation. En fait, on oscille globalement entre 25 et 30% à peu près tout le temps depuis janvier 2021. Donc on a vraiment quelque chose qui a l'air de devenir un peu une nouvelle norme. On a changé de paradigme par rapport à avant les périodes de confinement. Autre point qui est très important à avoir en tête, c'est que la pratique du télétravail n'est pas du tout uniformément répartie dans la population. Donc là, on a beaucoup parlé des travailleurs de Danone, mais j'imagine que même au sein des travailleurs de Danone, il y a des écarts de recours au télétravail en fonction du type de profession pratiquée. Et donc notamment, bon, c'est assez classique, hein, je pense que c'est même très connu, mais on sait qu'on a à peu près 6 cadres sur 10 qui font du télétravail, là où en moyenne dans la population, c'est 3 personnes sur 10. Donc c'est extrêmement répandu parmi les cadres, et puis mécaniquement, ça va être beaucoup moins répandu parmi d'autres professions, notamment les ouvriers, mais aussi dans une moindre mesure les employés.
Et les jeunes sont les personnes qui ont le moins envie de faire du télétravail. Ça, c'est très important. Et on l'interprète notamment sous un effet un peu sociabilité, qu'on peut retrouver dans une certaine mesure ici. Il y a aussi évidemment un effet confort de l'installation en télétravail, puisque les personnes plus jeunes ont tendance à être moins bien installées à la maison que les personnes plus installées dans la vie professionnelle. Et donc je reviens à ce que je disais en introduction. Là, on a finalement posé des premières bases et identifié des premiers grands écarts de comportement qui nécessiteraient néanmoins d'être creusés, et notamment pour bien comprendre ce qui relève d'un choix, ce qui relève d'une forme de stratégie d'adaptation à une nouvelle opportunité qui est de travailler depuis chez soi, et ce qui relève d'une contrainte. Notamment, un des points sur lesquels il nous paraîtrait important de s'interroger par la suite, c'est dans quelle mesure, finalement, ces écarts de comportement sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Est-ce que ça va avoir un impact en termes d'organisation du travail domestique ? Est-ce que, est-ce que globalement, au-delà de ce qu'on mange, de ce qu'il y a dans l'assiette, de la qualité nutritionnelle, est-ce que ça va vraiment venir changer l'ensemble des comportements et l'ensemble des équilibres au domicile ? Auquel cas, c'est vraiment important de comprendre de quelle manière ça se fait. Est-ce que ça se fait au détriment de certaines populations ou pas ? Bref, encore beaucoup de questions à résoudre dans les prochains mois et les prochaines années. Merci à tous.